Le voyageur un peu observateur en Thaïlande trouve parfois sur les murs des temples des représentations de personnages étrangers, dont des cavaliers du XVIIe siècle munis de mousquets. Mais que viennent-ils faire ici? Autre indice, l'occidental arrivé en Thaïlande se voit appeler du nom de... qui est le diminutif du mot Farangset, qui veut dire français. Mais pourquoi les Français et pas les Anglais ou les Hollandais? Pour comprendre ces faits étranges, il faut revenir loin dans le temps. Comme on a pu le voir dans le film qui précède dans cette série, les religieux des pays d'Europe investissent l'Asie. L'accueil offert par les rois de Siam aux missionnaires est exceptionnel, à la différence du Vietnam et de la Chine. Les rois de Thaïlande sont curieux et ouverts. Est-ce par pure curiosité ou est-ce pour le commerce? Les deux, mais pas seulement. Les rois des pays d'Asie du Sud-Est ont pour habitude d'avoir de nombreuses concubines, et donc de nombreux enfants. Et ceux-ci se battent régulièrement entre eux pour le pouvoir à la mort du père. Il n'est donc pas mauvais d'avoir à son côté des amis étrangers, puissants et en mesure de peser dans la balance. C'est ainsi qu'en 1863, les Français pourront signer un contrat d'alliance et de protectorat avec Norodom Ier, le roi du Cambodge, alors en guerre contre son frère Sivota. Les troupes françaises de marine assureront la stabilité sur le trône. Au Siam, le roi Narai avait organisé une insurrection contre son oncle, Sri Sutamaracha, lequel avait toujours des partisans. Dès lors, il cherchait à s'appuyer sur les minorités ethniques présentes dans sa capitale, Ayutthaya. L'arrivée des Occidentaux ouvre de nouvelles perspectives. Nouveaux marchés, nouvelles technologies, nouvelles compétences, nouveaux collaborateurs, nouveaux protecteurs, et nouvelles religions aussi. Pourquoi ne pas s'appuyer sur eux pour affermir son pouvoir? En France, comme au Siam, le roi contrôle tout. L'État, c'est lui. Tout produit entrant ou sortant du pays est taxé par ses fonctionnaires et enrichit le trésor royal. Chinois, Arabes et Indiens sont ses principaux partenaires. Le roi de Siam les utilise comme conseillers ou traducteurs. Mais hindous, chinois ou arabes dépendent d'États proches et ne jouent pas toujours fidèlement le jeu national siamois. La volonté d'influence politique, mais aussi religieuse, n'est jamais très loin. Les premiers occidentaux sont les Portugais. Le roi leur attribue un quartier dans Ayutthaya. Un traité est signé. Viennent ensuite les Espagnols, puis les Hollandais, qui créent un comptoir en 1608. Une ambassade siamoise part pour la Hollande, et on revient en 1610. En 1612, ce sont les Anglais qui s'installent et remettent une lettre de leur roi Jacques Ier au roi de Siam. Mais les guerres européennes se font sentir. Les Hollandais attaquent les navires anglais sur la Chao Phraya, les Espagnols s'emparent de navires hollandais. Tout ça fait désordre. En 1625, un premier missionnaire français débarque. C'est le père Alexandre de Rhodes. Il comprend vite l'intérêt d'une base dans la capitale de Siam. Et c'est à ce moment qu'apparaît le personnage clé de cette histoire. Il s'appelle Constantin Pholcon. Il est né sur la petite île grecque de Céphalonie, s'est engagé dans la marine anglaise, est devenu protestant, débarque en Inde, apprend le malais, l'indien et le siamois, et il fait du commerce. Puis il arrive à Ayutthaya au service des Anglais. Il connaît la comptabilité et s'avère vite utile dans les transactions. Provenant d'un pays occidental neutre, il est parfait pour les Siamois. Il devient l'assistant du Phra Klong, le ministre du Commerce du roi Phra Narai. Petit à petit, il se rend indispensable, et il manœuvre habilement pour écarter ses compétiteurs. À la mort de son ministre, le roi Narai le prend comme conseiller sans titre officiel. Mais le grec est partout, et il dirige tout. Et il est seul, détesté par les princes de la cour, par les mandarins, les bonzes bouddhistes et toute la population qui supporte mal d'être dirigée par un étranger. Constantin Pholcon doit se chercher un allié puissant. Le roi est malade, et Pholcon sait qu'il risque sa tête lors de la succession. Or, ses amis anglais se désengagent du Siam. Par contre, la France vient de remporter une victoire en Europe, sur les Anglais et les Hollandais.
C'est à ce moment-là que les intérêts des prêtres français s'allier aux manœuvres politiques du conseiller du roi de Siam. Ils n'arrivent pas à convertir le peuple. Mais tout peut changer s'ils convertissent le roi. Folcon, qui est devenu catholique, réussit à convaincre le roi Naraï qu'une alliance avec les Français permettrait au pays d'éviter une allégeance à la Hollande ou au Portugal. Devant les prêtres français, Naraï se déclare intéressé par la religion catholique. Monseigneur Palu envoie des courriers dans ce sens, adressés au roi de France via son confesseur, le fameux père de la chaise. Les échanges de messages s'effectueront dès lors par l'intermédiaire des prêtres. Et leur fantasme va en rencontrer un autre, celui du roi Louis XIV. « Ce n'est pas un pays », lui écrit l'évêque de Bérite dans sa description du Siam. « C'est un continent qui va se convertir. » Louis XIV rêve d'égaler la gloire de ses cousins espagnols et portugais en Amérique et obtenir un fauteuil au paradis. En 1681, un premier navire chargé d'une ambassade siamoise est envoyé vers Versailles par le roi de Siam. Mais il coule corps et biens près de Madagascar, avec tous les cadeaux envoyés au roi de France, dont 2 éléphants. Une seconde ambassade part le 25 janvier 1684. En septembre, elle arrive à Brest, qui baptisera pour l'occasion la rue de Siam. Gros succès populaire tout au long de la route, de même à Paris et à Versailles. On s'étonne du costume des ambassadeurs siamois, de leurs chapeaux pointus, de leur politesse exquise, de leurs manières. On les promène dans tous les plus beaux lieux de la capitale. On veut les éblouir. C'est une opération de public relation, mais sans but précis. Sauf pour les prêtres des missions étrangères. Monseigneur Palu, vicaire apostolique du Tonkin, négocie avec le roi, qui lui accorde un terrain à 1 kilomètre de la capitale. Les prêtres des missions étrangères de Paris vont pouvoir y construire la base logistique dont ils ont besoin pour leurs expéditions dans toute l'Asie. Églises, écoles, dispensaires, séminaires. C'est au Siam qu'on pense pouvoir former les futurs curés venus du Vietnam, du Cambodge, du Laos ou de la Chine. Louis XIV, en retour, envoie le chevalier de Chaumont comme ambassadeur extraordinaire, accompagné d'un personnage haut en couleur, jeune marin aventurier, futur héros de hier, nommé le chevalier Claude de Forbin. Il s'évadera, bien plus tard, des prisons anglaises avec son ami le corsaire Jean Bart. Ses mémoires sont éclairantes sur la situation réelle que vont trouver les Français au Siam. Notons au passage que Louis XIV avait dû avoir connaissance des mœurs thaïlandaises, puisqu'il missionne aussi un certain abbé de Choisy, qui aurait vécu, dit-on, la première partie de sa vie vêtue de jupe, sous le nom de comtesse de Bar, une sorte de catoille français à l'envers. Tout ce petit monde va publier son récit dans ce qu'on pourrait appeler la première littérature française de voyage. Le roi Naraï est séduit par le jeune et beau Forbin, et le nomme chef de son armée. Folcon le caserne dans un petit village de pêcheurs et de stockage de produits exportés, situé en aval sur le fleuve, en lui faisant miroiter la possibilité pour la France d'en prendre plus tard possession. Ce modeste petit village s'appelle Bangkok. La mission de Forbin ? Former l'armée thaïlandaise aux techniques et armes européennes, et y créer un fort sur chaque rive pour empêcher les navires ennemis de remonter jusqu'à Ayutthaya, la capitale située plus au nord. Entre-temps, l'ambassade siamoise est arrivée à Paris. Le 24 juin 1686, elle est accueillie à Versailles par une foule de 1500 courtisans. Ils visitent le Louvre, l'Académie de peinture, les Gobelins, le garde-meuble royal et passent en revue les troupes. Mais cette fois, on fait du concret. Les ambassadeurs siamois demandent officiellement des soldats français, des jésuites pour éduquer les futurs élites du pays,
des ingénieurs, des architectes et des décorateurs. Et il renouvelle l'intérêt du roi de Siam pour la religion chrétienne. Louis XIV imagine déjà la future conversion au catholicisme de son frère de Siam, et il accepte avec enthousiasme. Une armada de 6 navires part de Brest le 3 mars 1687, avec un groupe de jésuites, des architectes et 600 mousquetaires. Ils arrivent à la barre de Siam, dans le delta de la Chao Phraya, le 24 septembre 1687. Les envoyés du roi Narai les y rejoignent. Ils transportent l'ambassade de Louis XIV sur une centaine de barques royales, richement décorées et propulsées chacune par 60 pagayeurs. La population siamoise, alignée le long des berges, salue le cortège. Folcon reste invisible, mais sa présence est ressentie partout, comme s'il contrôlait de loin toute l'opération. Il a même fait construire à Ayutthaya de petits palais à l'européenne pour l'hébergement des ambassadeurs français et de leur suite. Entre-temps, un conflit anglo-siamois a eu lieu à Mergui, le port de commerce siamois sur la mer d'Andaman. Et il se solde par le retrait des Anglais. Les soldats français, eux, sont en principe consignés à bord des bateaux, par crainte d'une réaction négative de la population. Mais comment empêcher de jeunes hommes de descendre à terre après 5 mois de confinement? L'information de la présence de ces phalanges 7 en armes va se répandre. On se dépêche de les conduire vers leur casernement, le port de Mergui sur la côte ouest et le fort de Bangkok, construit par Forbin. Mais Forbin est déjà parti vers Paris. Il fera au roi de France un rapport bien moins enthousiaste et positif que les prêtres des missions étrangères. Avant de rentrer, Forbin a dû exterminer par les armes une révolte des soldats macassars, farouches guerriers musulmans, équipés du fameux Kris, et originaires de l'île de Sulawesi, qu'on appelle alors les Célèbes. Très intéressante cette affaire des macassars. Elle montre la réalité d'une compétition religieuse entre islam et chrétienté en Asie. Et elle préfigure ce qui va se passer par la suite pour l'expédition diplomatico-militaire du Siam. D'après les historiens, ces commerçants navigateurs avaient été accueillis à Ayutthaya par le roi Narai, aux environs de 1664, avec un groupe s'opposant à la domination hollandaise dans l'île des Célèbes. Ils avaient été logés à côté de la communauté malaise, elle aussi de religion musulmane. Mais les musulmans qui ont soutenu Narai se sentent floués. La mise à l'écart du ministre du Commerce musulman par Folcon a mécontenté sa communauté. Une première conspiration des Malais est éventée en 1682. Un ambassadeur du roi de Perse s'était même déplacé pour conseiller au roi Narai de se convertir à l'islam. L'insurrection est contrée, mais le feu continue de couver. Un religieux illuminé déclare le djihad. Une entente se réalise alors entre les différentes communautés musulmanes pour lancer un soulèvement général le 15 août 1686 et attaquer le palais royal. Une fois tué, le roi aurait été remplacé par son demi-frère qui aurait embrassé la religion du prophète. Le projet est vanté. Folcon fait encercler le quartier des Malais et massacrer tous les hommes. Les femmes, elles, sont réduites en esclavage. Mais un groupe d'irréductibles macassars s'échappe par le fleuve. Folcon donne l'ordre à Forbin d'arrêter la petite armée des macassars. Ordre que Forbin juge inutile et suicidaire. Mais il obéit aux ordres. La description des combats est stupéfiante. La quarantaine de fuyards macassars va faire plus de 300 morts thaïlandais, civils et militaires. Et Forbin manquera d'y laisser la vie. Se sentant manipulé par le grec, conscient du rôle de chien de garde que la royauté siamoise désigne à la France, Forbin repart sans attendre l'arrivée de la seconde ambassade et ses 600 mousquetaires royaux. Monsieur de Chaumont, qui la dirige, est reçu comme un prince par le roi Narai. Des centaines de barques royales conduisent les Français jusqu'à Ayutthaya. Une barque est même réservée au transport de la lettre
de Louis XIV. Elle présente au peuple sur le rivage comme s'il s'agissait d'un hôte de marque. Et des cadeaux somptueux les attendent. Or, bijoux, parures, étoffes, parfums, objets rares de Chine et du Japon. Mais petit à petit, la situation semble changer. Le roi se sent malade et il prend ses distances. Folcon, son ministre, filtre et contrôle les communications, oriente ses décisions. Des bruits de soulèvement en province parviennent aux oreilles des Français. La maladie du roi s'aggrave. La rumeur court que Folcon veut utiliser l'héritier désigné, Frappuy, fils adoptif du roi, pour devenir roi lui-même. Dans le pays, la révolte antichrétienne et anti-occidentale gronde. Le général Pétrachat, responsable des éléphants royaux, l'organise à son profit. Folcon, informé, demande au général Desfarges de déplacer de Bangkok un groupe de ses soldats jusqu'au palais royal. Desfarges et sa troupe s'arrêtent en chemin à la mission jésuite, proche d'Ayutthaya. Mais il fait demi-tour. On ne saura peut-être jamais pourquoi il a ainsi lâché Folcon. À la mort de Naraï, c'est un massacre. Son fils adoptif est exécuté. Folcon et ses proches le sont aussi, le 5 juin 1688. Sa femme, une japonaise chrétienne, est jetée au cachot. Elle demandera à être rapatriée en France, ce qui lui sera refusé par Desfarges. Pétrachat lui succède sur le trône d'Ayutthaya et instaure un régime bouddhiste et anti-occidental. Les soldats français du fort de Bangkok sont encerclés et bombardés pendant 4 mois par les forces qu'ils ont eux-mêmes formées. Un accord est finalement négocié et la troupe de rescapés rejoint Pondichéry en Inde, par la mer. Fin de partie pour la France, et énorme camouflet pour son roi, Louis XIV. Cette humiliation va laisser quelques traces. Mais quel aurait pu être le destin de cette collaboration dans ce royaume asiatique si tenace et si indépendant? On se met à imaginer l'évolution architecturale d'un Bangkok français, avec ses hôtels particuliers et de grandes avenues boisées. Mais ce n'est qu'un rêve. L'idée s'est pourtant concrétisée. Si vous ne me croyez pas, allez donc visiter Hanoï au Vietnam. Mais chacun sait comment ça s'est terminé.